Je vous remercie beaucoup. Je me présente d'abord. Je m'appelle Yvonne Wang. Je suis avocate au sein du secrétariat des trois conventions et je travaille sur plusieurs sujets, y compris l'amendement portant interdiction. Alors, je vais d'abord juste aller rapidement sur la présentation. Vu vos présentations de vos rôles, j'imagine que vous avez déjà quelques connaissances de ce qu'il s'agit des trois conventions, mais on va rapidement juste avoir un petit aperçu sur les dispositions des conventions. Et puis on va se concentrer sur l'amendement portant interdiction à la Convention de Bâle. Alors, comme vous voyez ici, les trois conventions ont été adoptées à des moments différents, avec la plus vieille étant la Convention de Bâle et la plus récente, la Convention de Stockholm. Actuellement, il y a 179 parties à la Convention de Bâle et 178 à la Convention de Stockholm et 148 à la Convention de Rotterdam. Ils ont des objectifs un peu similaires, mais avec quelques différences quand même. Commençons avec la Convention de Bâle, qui a été adoptée pour lutter contre des pratiques d'envoi des déchets dangereux, surtout en Afrique, en Europe orientale et dans d'autres régions pour la décharge de ces cargaisons sans discernement, qui se traduisait à ce moment-là par des graves problèmes. La Convention vise à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes de la production, gestion des mouvements transfrontières et de l'élimination de ces déchets dangereux et autres déchets. En premier lieu, elle réglemente les mouvements transfrontières des déchets au moyen de l'application d'une procédure dite de consentement préalable en connaissance de cause. Deuxièmement, la Convention contraint les parties à s'assurer que les déchets dangereux et d'autres déchets soient gérés et éliminés à l'aide de procédures écologiquement rationnelles. Et j'imagine dans vos travails de jour à jour, vous avez déjà un peu de connaissance de ce qu'il s'agit, de ces processus. Et troisièmement, pour la Convention de Bâle, on attend que les parties réduisent le plus que possible les quantités de déchets franchissant les frontières, qu'ils traitent et éliminent les déchets aussi près que possible des lieux où ils sont produits, et qu'ils préviennent et réduisent le plus que possible la production des déchets à la source. Quant à la Convention de Rotterdam, les objectifs de la Convention sont d'encourager le partage des responsabilités et la coopération entre les parties en ce qui concerne le commerce international de certains produits chimiques dangereux afin de protéger la santé humaine et l'environnement contre les dommages éventuels. La Convention a pour objectif également de contribuer à l'utilisation écologiquement rationnelle de ces produits chimiques en facilitant l'échange d'informations sur leurs caractéristiques, en instituant un processus national de prise de décision applicable à leur importation et à leur exportation, et en assurant la communication de ces décisions aux parties. Quant à la Convention de Stockholm, elle a en tant qu'objectif la réduction et l'élimination progressive des POPs, c'est-à-dire des polluants organiques persistants qui sont ciblés par la Convention, et essayer de réduire et éliminer les sous-produits involontaires. Cette convention essaye aussi d'éliminer les anciens stocks et équipements contenant des POPs, et œuvrer en concert pour débarrasser le monde des futurs des POPs. Alors,
vu les trois objectifs qu'on vient d'élaborer, il y a cet objectif commun aux trois conventions de protéger la santé humaine et l'environnement. Les conventions ont également un champ d'application et une portée commun. La plupart de ce groupe de produits chimiques qui sont appelés les POPs, les polluants persistants organiques, sont soumises à une réglementation en vertu des trois conventions, ainsi que la plupart des pesticides qui sont soumis aux trois conventions. Et en tant que déchet, à la fin de sa vie, tout produit chimique entre dans le champ d'application de la Convention de Bâle. Alors, le but, c'est vraiment d'avoir un cadre pour la gestion du cycle de vie entier. Alors, comme j'ai expliqué, on va voir un peu quels sont les processus pour devenir partie à chacune des conventions, mais en se focalisant surtout sur les amendements et l'amendement portant interdiction de la Convention de Bâle. Alors, qu'est-ce cet amendement? La décision 3.1 qui a été adoptée en 1995 par la troisième réunion de la conférence des parties a modifié la Convention en ajoutant un nouveau article et un nouvel annexe. L'amendement n'est pas encore entré en vigueur au niveau international. L'amendement portant interdiction concerne la prohibition d'exportation de déchets. Et chacune des parties énumérées à l'annexe 7, c'est-à-dire les parties des autres États membres de l'OCDE, de l'Union européenne et Liechtenstein, interdira tous les mouvements transfrontières de déchets dangereux vers les États qui ne sont pas énumérés à cette annexe, lorsque les déchets doivent faire l'objet des opérations visées à l'annexe 4. Et si vous allez voir un peu sur les textes de la Convention, vous verrez qu'il y a une liste d'opérations qui sont visées par la Convention. À la 10e réunion de la conférence des parties, les parties ont adopté une décision concernant une initiative de l'Indonésie et de la Suisse, dont la section A de cette décision adresse la promotion de l'entrée en vigueur de l'amendement portant interdiction. Elle invite les parties à continuer de prendre les mesures concrètes propres à encourager et à aider les parties à identifier l'amendement, à ratifier l'amendement, y compris des mesures spécifiques, des réunions régionales et des études par pays sur les conséquences de la ratification et de l'entrée en vigueur de l'amendement. Alors, tournons à quelles sont les procédures pour devenir partie à une ou toutes les conventions, que ce soit de Bâle, de Rotterdam ou de Stockholm. Il y a la base du régime juridique concernant les accords multilatéraux est la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, qui codifie le droit des traités et crée le cadre juridique, en gros, qui s'applique aux traités multilatéraux. Il y a des démarches génériques, mais aussi des démarches spécifiques à chaque convention. Et là, on donne l'exemple de l'amendement dont on parle dans cette présentation. Alors, comment devenir partie? Pour devenir partie à un traité multilatéral, que ce soit la Convention de Bâle, de Rotterdam, Stockholm ou autre, un État ou une organisation d'intégration politique ou économique doit démontrer à travers des mesures concrètes son intention de respecter les droits et les devoirs créés par ce traité.
c'est-à-dire il doit exprimer son consentement à être lié aux clauses finales de ce traité ou cette convention. Un État peut signaler qu'il consent à être lié de plusieurs manières, conformément aux dispositions finales du traité pertinent. Les manières les plus communes, qui s'appliquent également aux 3 conventions dont on parle aujourd'hui, sont la signature définitive, la ratification, l'acceptation ou l'approbation et l'adhésion. Les démarches nécessaires au niveau national pour exprimer ce consentement à être lié varient d'un État à l'autre. Toutefois, il existe des démarches communes qui pourront être appliquées à un nombre d'États. Le secrétaire général de l'ONU est désigné en tant que dépositaire des 3 conventions dont on parle, et plus de renseignements sur les mesures nécessaires sont détaillés dans le manuel des traités. Et vous voyez là un peu l'exemple de ce manuel qui est également disponible sur le site du dépositaire des 3 conventions. Alors, comme on vient d'indiquer, les dispositions de chaque traité précisent les voies et les démarches par lesquelles un État pourrait exprimer son consentement à être lié. Formellement, l'instrument ne prend pas effet qu'une fois déposé auprès du dépositaire, et la date enregistrée pour le dépôt est normalement la date de réception de l'instrument. Selon les dispositions des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm, l'État ou l'organisation deviendra partie à la convention, c'est-à-dire le traité, devient juridiquement contraignant le 90e jour après la date du dépôt de son instrument de ratification, acceptation ou approbation ou adhésion. On donne par exemple l'exemple de la partie plus récente à la Convention de Rotterdam, qui est Saint-Kitts et Nevis, qui vient tout juste de déposer son instrument d'adhésion auprès du dépositaire, mais le traité entrera en vigueur pour ce pays-là au mois de novembre. Alors, on va juste regarder rapidement les démarches à suivre pour devenir partie à une des 3 conventions. Comme on a expliqué, il y a plusieurs voies, plusieurs démarches possibles, c'est-à-dire la signature définitive, ratification, acceptation, approbation ou adhésion. Afin de mener jusqu'au bout ces voies, un État pourrait d'abord aborder certaines étapes préliminaires. La première étape, le ministre ou l'autorité responsable pour la Convention pourrait souhaiter procéder à une analyse des avantages et des inconvénients présentés par le fait de devenir partie à une convention, ainsi que les éventuels coûts de mettre en œuvre une telle décision. Ceci pourrait comprendre une étude des mesures législatives et administratives déjà mises en œuvre par le pays ou qui seront nécessaires pour la mise en œuvre de cette convention, ainsi qu'un rassemblement de toute documentation pertinente. Ensuite, les renseignements seront communiqués aux autorités intervenant aux étapes ci-après. Par la deuxième étape, le ministère ou l'autorité responsable se mettra en rapport avec l'autorité publique responsable de la rédaction des instruments, indiquant consentement à être lié aux accords internationaux. Et ceci s'agit habituellement d'un service juridique relevant du ministère des Affaires étrangères. L'autorité responsable devra déterminer qui, au niveau national, prend d'ordinaire une décision concernant consentement à être lié par une convention ou bien approuver cette décision. L'établissement de l'instrument nécessaire sera fondé sur cette décision ou approbation. Par la troisième étape,
l'autorité nationale suprême habilitée à décider en matière de ratification ou autre sera consultée en vue de déterminer quelles seront les démarches appropriées devant aboutir à l'approbation de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion à la dite convention. Si la volonté de poursuivre cette démarche existe, l'autorité nationale indiquera la documentation et les processus décisionnels qui seront nécessaires d'établir avant de pouvoir signer et déposer l'instrument. Au titre de ce processus décisionnel, le gouvernement devrait aussi déterminer s'il soit nécessaire que les déclarations soient faites au moment de présenter l'instrument auprès du dépositaire. Ce pourrait être une déclaration interprétative, c'est-à-dire où l'État déclare la façon dont il comprend un passage ou interprète une disposition particulière d'un traité, ou cette déclaration peut être une déclaration facultative qui revêt pour ce qu'il est faut un caractère juridiquement contraignant. Par exemple, un accord à soumission des différends à la Cour internationale de justice ou à l'arbitrage. Par la suite, une fois que les procédures législatives internes menées à bien, l'autorité responsable établira l'instrument de ratification, acceptation, etc., ainsi que établir toute déclaration éventuelle. Et dans de nombreux pays, cette pratique consiste à confier la responsabilité au ministère des Affaires étrangères. Cette autorité habilitée signe alors l'instrument ou les instruments, ainsi que les déclarations à accompagner cet instrument. Alors, quel est l'instrument qui devait être déposé auprès du dépositaire? Là, on parle des options déjà élaborées, c'est-à-dire signature, ratification, etc. À l'heure actuelle, la seule façon pour un État ou une organisation de devenir partie, c'est l'adhésion. Ensuite, le pays, l'État ou l'organisation devrait identifier qui signera l'instrument. Et normalement, l'instrument est signé par une des trois autorités qualifiées, c'est-à-dire le chef d'État, le chef du gouvernement ou le ministre des Affaires étrangères. Mais ce pourrait également être toute autre personne qui assume les fonctions par intérim ou qui a reçu à cet effet les pleins pouvoirs de l'une des autorités qualifiées. Il existe des différentes formes d'instruments qui vont être déposés et il n'y a pas de forme prescrite. La forme varie selon le système juridique constitutionnel de chaque pays. Mais l'instrument doit comprendre au moins le titre du traité en question, la date et le lieu de sa conclusion. Alors, ça serait tous les détails pour soit la Convention de Bâle, la Convention de Rotterdam ou la Convention de Stockholm. Ensuite, le nom complet et le titre de la personne signant l'instrument. Une expression sans ambiguïté de l'intention du gouvernement de se considérer comme lié par le traité et d'en respecter et appliquer les dispositions de bonne foi, la date et le lieu de publication de l'instrument, ainsi que la signature de la personne et l'autorité habilitée à signer l'instrument. Suite à cela, l'instrument doit être remis au secrétaire général de l'ONU, c'est-à-dire le dépositaire de la Convention. Et les modèles ont été développés pour l'instrument et sont disponibles dans le manuel du traité. Les
les États doivent remettre l'instrument à la section des traités qui assumera les responsabilités aussitôt que possible. Les pleins pouvoirs ne sont pas requis pour remettre l'instrument, mais si possible, une traduction à titre gracieux en anglais ou en français des instruments permet à une exécution rapide des formalités requises. Aucune réserve ou dérogation ne pourra être faite à la Convention de Bâle ou la Convention de Stockholm ou la Convention de Rotterdam. Par contre, une déclaration pourrait être faite, que ce soit une déclaration interprétative ou facultative, comme on a indiqué auparavant. Toutefois, l'instrument ne prendra effet qu'une fois déposé auprès du dépositaire. Alors, juste pour résumer, d'abord, avant de déposer son instrument auprès du dépositaire, l'État pourrait préparer des analyses et rassembler du documentation. Et cette information est diffusée parmi les autorités nécessaires au niveau national, ainsi qu'un contact établi entre ces autorités, afin d'identifier les démarches nécessaires. Et ensuite, les démarches sont suivies et les documents sont préparés afin de signer l'instrument de ratification, d'adhésion, d'approbation, etc., qui est ensuite déposé auprès du dépositaire. Et la convention entrera en vigueur le 90e jour suivant la date du dépôt auprès du dépositaire. Tournons maintenant aux amendements aux conventions. Comme pour les conventions, il y a des démarches générales qui sont établies dans la Convention de Vienne, ainsi que les démarches spécifiques à chaque convention. Alors, quant aux démarches générales, un traité peut être amendé par accord entre ses parties. Et toute proposition tendant à amender un traité doit être notifiée à tous les États et chacun d'eux est en droit de prendre part à la décision sur la suite à donner à cette proposition, ainsi que la négociation et la conclusion de tout accord ayant pour qualité pour devenir partie au traité tel qu'il est, ainsi que la négociation et la conclusion de tout accord concernant cet amendement. Tournons maintenant aux amendements à la Convention de Bâle en particulier. Les amendements à cette convention, ainsi que les deux autres, sont adoptés lors des réunions de la conférence des parties. Et s'il y a un protocole à une convention, comme tel que le protocole sur la responsabilité et l'indemnisation à la Convention Bâle, les amendements à ce protocole sont adoptés lors des réunions des parties au protocole considéré. Toute partie peut proposer des amendements qui doivent être adoptés par de telles réunions. Le texte est communiqué par le secrétariat aux parties 6 mois au moins avant la réunion de la COP, la conférence des parties, à laquelle il est proposé pour adoption. Ensuite, les parties pourront souhaiter, après l'adoption par la COP, les parties pourront souhaiter entreprendre des démarches similaires à celles pour devenir partie à la Convention. Et les démarches pour le dépôt de l'instrument sont similaires, que ce soit une indication de consentement à être lié à la Convention ou la Convention telle qu'amendée. Alors, tournons juste à un résumé. Il y a pour les amendements aux conventions
ils doivent avoir d'abord une proposition d'amendement qui est ensuite communiquée par le secrétariat au parti. À la réunion de la conférence des partis, cette proposition est négociée et éventuellement adoptée par les partis, suite à laquelle chaque parti pourrait exprimer son consentement à être lié par cet amendement. Et elle dépose son instrument auprès du dépositaire. Pour les États qui deviennent partie à un traité qui a été amendé et dont l'amendement est entré en vigueur, ils deviennent partie au traité tel qu'il est amendé. Alors, les démarches sont similaires, que ce soit d'indiquer son consentement à être lié par une convention ou un amendement à une convention, mais avec certaines différences. Je vous laisse avec les adresses des sites Internet dont vous allez voir d'ici 2 semaines plus d'informations sur ces procédures. Et je vous remercie de votre attention.